Bonjour, aujourd'hui on va voir le théorème de factorisation de Weierstrass et le lien entre le théorème de factorisation et un théorème que j'ai envie d'appeler théorème d'interpolation de Weierstrass. Alors juste, j'ai trouvé ça dans le Rudin, le chapitre 15, et j'ai trouvé que ça valait le coup d'en parler. J'ai retrouvé mes vieilles lectures de quand j'étais étudiant. Avant d'attaquer vraiment le théorème de factorisation et d'interpolation de Weierstrass, on va partir d'un toy model, d'un modèle joué en quelque sorte, c'est-à-dire au lieu de regarder le théorème dans son jus, c'est-à-dire chez les fonctions holomorphes, donc les fonctions dérivables sur C en quelque sorte, eh bien on va le regarder déjà sur C de x, qui est une partie assez simple, assez facile à apprivoiser, hein, donc les fonctions, on va dire les fonctions polynômes sur C, qui est une partie, ce sont des fonctions holomorphes assez faciles à comprendre. Regardez ce qui se passe au niveau de la factorisation et le lien avec l'interpolation. C'est-à-dire que, prenons par exemple, pour commencer, n nombres complexes 2 à 2 distincts, et on crée un morphisme d'évaluation, de multi-évaluation, c'est-à-dire qu'on va de c de x dans c puissance n, et à un polynôme, on lui associe eh bien, le n-uplet des évaluations en AI, donc P de AI. Alors évidemment, c'est un morphisme d'anneau, de C-algèbre même, et son noyau va être un idéal, engendré donc forcément par un seul élément, et évidemment, c'est facile de voir lequel, c'est le produit des x moins AI, puisque s'annuler en tous les AI, ça revient à être divisible par ce produit-là. Bien. Donc ça, c'est facile. Ça va être l'équivalent du théorème de factorisation, en quelque sorte. Et le théorème d'interpolation, il est très facile à obtenir à partir de là. Parce que, regardez, puisqu'on a le noyau, je peux quotienter par le noyau. Comme le noyau est un idéal engendré par un polynôme de degré n, finalement, ça veut dire que le quotient c de x quotienté par le noyau est de dimension n. Et donc, on a quelque chose d'injectif, puisqu'on a quotienté par le noyau, qui va d'un espace de dimension n vers un espace de dimension n, et du coup, on a quelque chose de surjectif, donc phi est surjective, et on a l'interpolation, c'est-à-dire qu'on a un polynôme, à chaque fois qu'on se donne n valeurs, on a un polynôme qui réalise ces n valeurs comme évaluation en les AI. Bien. Maintenant, si je les ai supposés 2 à 2 distincts, mais si je les supposais, si je mettais des multiplicités, il n'y aurait pas de problème. Regardez, je prends A1 avec multiplicité M1, A2 avec multiplicité M2, etc. Pourvu que la somme des NI soit égale à N. Et donc, j'ai une évaluation, mais là, c'est une évaluation un peu plus fine, c'est-à-dire qu'à mon polynôme, je lui associe P de A1 pour lui, pour le deuxième A1, P' de A1, etc., jusqu'à la dérivée M1 moins unième de A1, et pareil, après je continue avec P de A2, etc. Donc j'ai bien un n-uplet, et j'ai bien un morphisme d'espace vectoriel, attention, hein, mais bon, j'ai quand même un morphisme, parce que la dérivée c'est linéaire, et l'évaluation c'est linéaire. Et donc, je vais avoir quand même un noyau, et le noyau qui va être quand même, malgré tout, un idéal. Ça, c'est facile à voir ici, et c'est l'idéal engendré par le produit des x moins AI puissance mi, puisque vous voyez que si vous voulez avoir 0 partout, il va falloir que A1 soit racine d'ordre au moins M1 de P, et pareil pour A2, etc., etc. Et ça veut dire que x moins AI puissance mi, ça va diviser, et comme on a pris ici les AI distincts, ici on les a pris distincts, je ne l'ai peut-être pas dit, mais vous l'aviez compris,
eh bien, les polynômes ici sont premiers entre eux, donc être divisible par tous les polynômes revient à être divisible par le produit. Bon, bref, vous avez vu ce qui se passe. On a encore une fois un polynôme générateur de degré n, donc, comme le polynôme générateur est de degré n, le quotient est de dimension n, et ici on a une injection vers un espace de dimension n, donc c'est surjectif. Donc en bref, je vais pouvoir avoir l'existence d'un polynôme qui vérifie des conditions d'évaluation sur le polynôme lui-même et sur ses dérivés successifs. Donc tout de suite, on regarde ce qu'on peut espérer obtenir d'une factorisation pour des fonctions holomorphes, et on va voir l'approche naïve et une approche moins naïve pour aboutir, dans un premier temps, à un théorème de factorisation. Alors, allons-y dans le grand bain. Là, on va travailler sur les fonctions holomorphes sur C, ce qu'on appelle les fonctions entières, parce qu'elles sont holomorphes, c'est-à-dire dérivables de la variable complexe Z sur tout C. D'accord ? Alors, bien sûr, il y a des théorèmes qu'on connaît, c'est qu'une fonction est holomorphe seulement si elle est analytique en tout point, c'est-à-dire si elle a une représentation sous forme de somme. Donc si, quel que soit Z0 dans C, f de Z peut s'écrire comme série entière, comme ça, une somme des alpha i, z moins z0 puissance i, quand i est positif, donc i allant de 0 à l'infini. Donc, vous voyez, cette représentation sous forme de somme, c'est ce qu'on a déjà chez les polynômes, d'accord, puisqu'on peut écrire les choses dans une base, on a même, bon, pour tout z0, on a une décomposition de Taylor en z0, mais ce qu'on a cherché tout à l'heure à faire sur les polynômes, c'est une représentation sous forme de produit. Donc on veut passer de la somme au produit. Bon, alors l'idée, là maintenant, c'est de se demander ce qui se passe quand an est infini, est une suite infinie. Parce que tout à l'heure, quand on avait une suite finie, on avait déjà des polynômes qui répondaient à la question, et même à la question d'interpolation, donc tout était bien. On voit bien que quand c'est infini, on va avoir des soucis quand même maintenant, parce que pour passer déjà d'avoir de la factorisation, parce que c'est une factorisation infinie, et pour passer à l'interpolation, puisque l'interpolation passait par un argument de dimension, un argument de dimension finie. Et là, on n'a plus tout ça. Bien, alors déjà, un petit rappel. Bon, alors je supposerais qu'on sait un certain nombre de choses sur les fonctions holomorphes, mais les zéros d'une fonction holomorphe, non nulle, n'ont pas de point d'accumulation. Donc on ne peut pas prendre n'importe quelle suite ici, si on veut quelque chose qui soit non trivial. Donc c'est l'équivalence théorème sur les polynômes, que si un polynôme est non nul, alors il a un nombre fini de zéros. Ben là, il faut remplacer fini par sans point d'accumulation. Bien. Donc maintenant, on va se donner une suite sans point d'accumulation. Alors, comme tout à l'heure, on va supposer qu'il y a des multiplicités, mais évidemment, ces multiplicités sont bornées, plus que bornées. Hein, pour tout AI qui est atteint, il revient, puisqu'il n'y a pas de point d'accumulation, il revient un nombre ni de fois. Et c'est tout. Le mi est fini. Donc, maintenant, on cherche finalement une fonction f de O de C, on va faire exactement le problème de tout à l'heure, telle que f de AI, la dérivée k'ième de AI égale 0, pour tout cas compris entre 0 et i-1, exactement comme tout à l'heure quand on a cherché le noyau de phi. Alors, regardons un petit peu une approche naïve, c'est de dire, on va refaire le coup du produit de z moins AI, comme on avait tout à l'heure. Donc, le z moins AI, bien sûr, si on prend les AI distincts, ça ferait un z moins AI puissance mi, mais là, je vais écrire juste le produit des z moins AI, parce que je suppose que les AI arrivent avec une certaine répétition. Bien.
Donc évidemment, c'est naïf, parce que comme la suite n'a pas de point d'accumulation, bah forcément, elle tend vers l'infini, et ça ne veut rien dire du tout. Donc, ce produit ne converge pas. Donc, on va tempérer, dans un premier temps, le binôme, ici. Et on a une approche un peu moins naïve. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? À la place de... on va diviser par AI, on va écrire le produit, même par moins AI, on va regarder le produit des 1 moins Z sur AI. Alors là, ça va mieux, parce que AI tend vers l'infini, bon, ça ne va pas trop nous déranger, dans un premier temps, sauf si AI égale 0. Donc là, je vais prendre les i tels que AI est différent de 0, et si 0 arrive avec une multiplicité m, alors je vais me fendre d'un produit z puissance m. Voilà. Donc on va regarder les choses sur une croissance quadratique, pour l'instant, sur une bonne croissance, en quelque sorte. Je vais prendre AN égale N2 pour n différent de 0, et je tombe sur le produit des 1 moins Z sur N2, qui converge parce que ce produit-là est de la même nature que la série somme de Z sur N2 qui converge absolument. On dit que ce produit converge absolument. Bon. Donc, tout va bien. Ici, on a une fonction de Weierstrass qui va vérifier exactement ce qu'on veut. Bon. On va voir ce qu'on veut exactement tout à l'heure. Mais en tout cas, celle-ci est bien. Mais si AN a une croissance linéaire, comme AN égale N par exemple, alors le produit des 1 moins 1 sur N, Z sur N, diverge. Bon, bah oui, parce que la série harmonique diverge. Alors, c'est là qu'on va commencer à mettre ce qu'on appelle des facteurs élémentaires de Weierstrass, c'est-à-dire des fonctions qui vont atténuer la croissance trop rapide de ce produit et qui vont faire que ça converge. Alors, comment on fait? Ici, par exemple, pour 1 moins Z sur N, eh bien, on multiplie par l'exponentielle du même Z sur N. Et oui, regardez, l'exponentielle, donc on fait le produit de tous ces facteurs de Weierstrass, comme ça, et on sait que x de z sur n, c'est 1 plus z sur n plus du 1 sur n2 qui va faire converger par Riemann, et 1 moins z sur n fois 1 plus z sur n, ça fait 1 moins z2 sur n2, et c'est bon, ça converge. Donc, on voit que ce facteur, on appelle donc facteur élémentaire de Weierstrass, il arrive à point. Parce qu'il ne va pas apporter des zéros supplémentaires, puisque c'est une exponentielle. Une exponentielle, ça n'annule jamais. D'accord ? Et il va encore avoir comme 0, z égale n, exactement ce qu'on veut. Et pile, juste pour z égale n. Voilà. Donc, très bien. Maintenant, on se rend compte que même ça, c'est naïf. Parce que si on prend AN, alors une croissance encore plus lente, comme racine de n, eh bien, le produit des 1 moins z sur racine de n, on va diverger. Si je fais juste l'exponentielle de z sur racine de n, ça va encore diverger. Et il faut que je rajoute z2 sur 2n, ici, c'est-à-dire 1/2 du carré de ce z sur racine de n. Alors, on va pouvoir factoriser une fonction f qui est dans cette espèce de noyau qu'on va définir. Et l'approche la plus pertinente de Weierstrass, c'est d'introduire ce qu'on appelle les facteurs élémentaires de Weierstrass, et on les a vus un petit peu apparaître dans les exemples. EP de Z, même si tout à l'heure c'était sous la forme EP de Z sur AN, mais on va regarder la fonction EP de Z est égale à 1 moins Z fois l'exponentielle de WP de Z, où WP de Z, c'est Z plus Z2 sur 2, plus, etc., plus ZP sur P. Alors, pour P égale 0, ce sera WP égale 0. C'est-à-dire que dans l'exemple
de croissance quadratique, on avait p égale 0, la croissance linéaire, on avait p égale 1, et la croissance en racine carrée de n, on avait p égale 2. Donc vous voyez que évidemment, hein, on cherche le p le plus sympathique possible. Et ce qu'on va voir déjà comme théorème préparatoire, un petit lemme qui prépare le théorème de factorisation, c'est que si le module de z est inférieur ou égal à 1, alors le module de 1 moins EP de z est inférieur ou égal à module de z puissance p plus 1. Alors bon, regardez quand même la preuve, je la trouve assez agréable. Je l'ai trouvée dans le Houdin. Hein, donc c'est, on va calculer 1 moins EP de z, d'accord, sous la forme d'une intégrale, hein, puisque la dérivée c'est moins EP' de z, donc ça va être moins intégrale de 0 à z de E'P de u du. Bon. Et donc, si je dois calculer ce E', bah, cette dérivée, elle est facile à calculer. La dérivée d'un produit, là on a moins exponentielle de Wp de u, voilà, là on a dérivé à gauche, plus 1 moins u, facteur de, alors il va falloir dériver Wp, et la dérivée de Wp, c'est facile à calculer, W'P, c'est 1 plus z, plus z2, etc., jusqu'à z puissance p moins 1. Ok, donc on a ça, qu'on multiplie par exponentielle de Wp de u, et maintenant, bah, là on a la formule de la série géométrique, on a 1 moins u puissance p, et là le 1 disparaît avec le moins 1 qu'il y avait là, donc il nous reste moins u puissance p fois l'exponentielle. Donc je passe le moins de l'autre côté, j'ai moins la dérivée qui est égale juste à up exponentielle de Wp u. Vous remarquerez que du coup, cette fonction-là, donc la fonction, l'opposé de la dérivée, de notre facteur élémentaire de Weierstrass, eh bien c'est une série entière. Ça c'est une série entière, à terme tous positifs. Oui, d'accord. Son premier terme c'est u puissance p, puisque là il va y avoir un 1, et après le reste ça va être des termes où on voit bien que tout est positif. Donc bon, on garde ça. Et maintenant, ce qu'on voulait c'était intégrer ça. Quand on va intégrer ça, ben, vu qu'on avait une série entière, d'accord, en z puissance, une somme de je sais pas moi, ck z puissance k, on peut intégrer sous le signe somme évidemment, et bon, ça converge sur tout c, et quand on intègre et ça converge uniformément sur tout compact, on intègre sous le signe somme, et quand on va intégrer juste les termes u puissance p, eh bien ça fait 1 sur p plus 1, et là z puissance p plus 1. Donc ce qui veut dire que quand je vais regarder ma fonction 1 moins EP de z, qui est donc l'intégrale de ça, au signe près, eh bien ça va commencer par du z puissance p plus 1. Donc je vais pouvoir factoriser z puissance p plus 1, et si je divise par z puissance p plus 1, ben, j'obtiens une fonction holomorphe. En plus, avec des termes positifs, puisque j'avais des termes positifs au niveau de la dérivée, ben, quand j'intègre, je vais encore avoir des termes positifs. Ok, là, c'est presque fini pour le lemme, parce que si je suppose module de z inférieur ou égal à 1, j'ai le module de phi de z ici. J'avais dit que c'était des termes tous positifs, que c'est holomorphe, hein, donc ça commence bien par n égale 0, et les termes Bn sont tous positifs, donc j'applique l'inégalité triangulaire pour obtenir une somme de Bn Zn en module, mais Bn, comme c'est positif, ben, ça reste Bn, et donc comme Z est inférieur à 1 en module, c'est inférieur ou égal à la somme des Bn, mais ça c'est phi de 1, bien sûr, par définition.
phi de 1. Alors, phi de 1, c'est, il faut calculer EP de 1. Et EP de 1, ça fait 0. Donc, phi de 1, vous voyez bien tout de suite ici que ça fait 1 sur 1, ça fait 1. Donc, ça veut dire que phi de z est inférieur ou égal à 1, et donc, le module de 1 moins EP de z, vu la définition de phi, eh bien, c'est inférieur au module de z puissance p plus 1, si, évidemment, module de z est inférieur ou égal à 1. Voilà, et ça, finalement, c'est ce qui va nous permettre une factorisation. On y va. Alors, regardez ce beau théorème de factorisation. Donc, j'ai mis ici que EP de z, c'était 1 moins z exponentielle de cette fonction WP de z. Donc, on se donne une suite AI sans point d'accumulation dans C, avec des multiplicités MI finies. Eh bien, il va exister une suite ici Pn, par rapport à la suite AN qu'on a, telle que f de z est égal à z puissance m, alors ça c'est si jamais il y a 0 dans la suite avec la multiplicité m, fois le produit des EPN de z sur AN. Et donc, ce produit converge bien, ça nous donne une fonction holomorphe, et f s'annule exactement en les AI avec multiplicité NI. Voilà, donc le truc c'est, vous voyez, on peut toujours trouver une atténuation qui va bien. Alors regardez. Donc cette suite-là, je l'appelle tantôt AN, tantôt AI, AMI, bon, vous suivrez j'espère. Et je rappelle que, pour la preuve, si une série converge absolument, alors le produit des 1 moins UN converge. Donc on va partir de là, on dit que ça converge absolument. C'est à cause du log de 1 moins UN qui va converger en quelque sorte. Alors, ici, bien sûr, je pense que UN, vous avez compris, ça va être, puisque je veux que ce soit le produit des 1 moins UN ici, eh bien, ça va être UN égale 1 moins the indice Pn de z sur n. Bon, on a un nombre fini de n tel que module de n est supérieur ou égal à 1. Vous remarquerez que la suite un tend vers 0, puisque an tend vers l'infini, ça c'est parce qu'il n'y a pas de point d'accumulation. Z sur an donc, tend vers 0, on a fixé z. Comme ça tend vers 0, ça veut dire que EP de 0, vous remarquerez que c'est égal à 1 ici. Là, on a exponentielle de 0, là, on a 1. Donc, 1 moins 1, ça tend vers 0. Donc, ici, UN tend vers 0. Donc, on va avoir un nombre fini d'éléments supérieur ou égal à 1. Et si je suppose que UN est différent de 1, ce qui peut arriver, alors la somme de log de 1 moins UN, on va prendre, il va y avoir ces nombres finis ici de UN où c'est supérieur. Pour UN égale 1, on a réussi à l'éviter, on dit que UN est différent de 1, on va voir ce qui se passe si jamais UN égale 1. Et donc cette somme va converger vers quelque chose de fini. Alors j'ai eu besoin vraiment que UN soit différent de 1 pour que ce truc-là soit bien défini. Et là, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que j'ai ? J'ai que le produit, qui va être l'exponentielle de ma somme ici, eh bien, ça tend bien vers L, avec un L différent de 0. Bien. Parce qu'une exponentielle n'est jamais nulle. Maintenant, si UN égale 1, ça veut dire que EPN de Z sur AN est égal à 0. D'accord ? Bon, c'est vraiment la définition. UN égale 1, ça veut dire que ça, c'est égal à 0. Mais ça, c'est valable que si Z est égal à N. D'accord ? Parce que ça égale 0. Comme ça, c'est jamais nul, ça veut dire que Z égale 1. Donc Z sur AN égale 1, ça veut dire que Z est égal à N. Donc, maintenant, on voit qu'au niveau des annulations, ça a l'air de bien marcher. En tout cas, ça s'annule au bon endroit, avec la bonne multiplicité. Et ici, j'ai plus qu'à trouver un atténuateur Pn, mais
si je prends, alors évidemment, on veut toujours prendre le meilleur atténuateur, mais quitte à prendre Pn égale n-1, eh bien, regardez, vous avez module de 1 moins E Pn de Z sur AN, donc le module de ce qu'on appelait UN. D'après le lemme de tout à l'heure, il est inférieur ou égal à Z sur AN en module puissance Pn plus 1, c'est-à-dire puissance n. Et ça, comme Z sur AN tend vers 0, par le critère de Cauchy, vous prenez la racine énième de ça, eh bien ça va tendre vers 0, la racine énième, et donc c'est plus petit que 1, donc par le critère de Cauchy, ça converge. Donc on a notre condition, hein, le module de UN en série, donc la série UN converge absolument, par le critère de Cauchy. Donc finalement, f de z, ça va être la limite d'un produit qui converge uniformément sur tout compact, d'accord? Donc ça, on sait que c'est un type de convergence qui conserve l'holomorphie, donc non seulement ça converge, d'après ça, mais en plus de ça, vers une fonction holomorphe. Bien. Donc f de z est bien définie, elle est holomorphe, et si maintenant je divise f de z par z moins ai puissance mi, ce qui est toujours possible vu la définition de f de z et la définition de ces éléments-là, eh bien, qu'est-ce que... Bon, je suppose que c'est ai, j'ai le traitement 0 à part que je vous laisse regarder, et le traitement ai différent de 0 pour ça. Eh bien, qu'est-ce qui se passe si je divise par ça? Eh bien, j'aurai, à une exponentielle près, donc à quelque chose près qui ne s'annule pas, j'aurai une fonction qui serait exactement la même fonction, mais provenant d'une suite où on a enlevé exactement tous les AI. D'accord? Voilà. Donc ça veut dire, d'après ce qu'on a vu précédemment, que ça ne s'annule pas en AI, parce que les seuls éléments qui s'annulent sont les termes de la suite. D'accord? Les seuls zéros, c'est les éléments de la suite. Donc on voit que ça ne s'annule pas. Donc on a vraiment, si on doit regarder f de z comme une série entière en AI, puisque c'est une fonction holomorphe sur tout C, eh bien, elle a AI comme 0 d'ordre mi, mais pile mi, pas mi plus 1. Voilà, bon, je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre, mais en tout cas, ça vient de là. Ce qui fait qu'on a exactement, les AI sont les seuls zéros, et avec multiplicité exactement mi. Essayez de retrouver la preuve à partir de cette salade que je vous ai faite. Bien. Il y a une petite réciproque au théorème de Weierstrass, et c'est même une grosse réciproque, puisque c'est le théorème de factorisation de Weierstrass, et je ne peux pas m'empêcher de vous en parler ici. On suppose que h est une fonction holomorphe, que les zéros de h sont ai avec multiplicité mi, donc comme c'est une fonction holomorphe sur tout C, c'est une série entière en tous les ai, et on suppose que le premier terme non nul de la série, il est en z moins ai puissance mi, eh bien, vous voyez que ici, quand on va faire h sur f, alors, il y a ce qu'on appelle une fausse singularité en les AI, c'est-à-dire, a priori, c'est défini partout, sauf en les AI, mais en AI, ça marche bien, parce que si on regarde localement en AI, il va y avoir le terme z moins ai puissance mi de f qui va s'éliminer avec le terme z moins ai puissance mi de h. Donc ça s'élimine quand on regarde la série entière, ce qui fait qu'on a quelque chose d'holomorphe. Donc c'est ce qu'on appelle une fausse singularité. On a cette fonction qui est holomorphe et sans zéro. Voilà. Parce que s'il y avait un zéro, il y aurait ce zéro, il serait supplémentaire, il serait dans h. Soit supplémentaire par la multiplicité, soit parce que donc c'est pas possible. Bien. Et une fonction holomorphe sans zéro,
c'est l'exponentielle d'une certaine fonction. Parce que si vous avez une fonction phi holomorphe sans zéro, eh bien, vous pouvez construire phi' sur phi qui est holomorphe, vous pouvez intégrer phi' sur phi, donc trouver une espèce de log de phi, et vous l'appelez g, et donc phi est égal à l'exponentielle de g. D'accord? Donc après, il faut juste trouver le bon curseur, la bonne constante pour, en un certain z0 pour qu'on ait exactement l'égalité et pas l'égalité à facteur près. Mais en gros, c'est l'exponentielle de g. Et donc, on voit que cette fonction f, d'accord, elle est omniprésente, puisque quelle que soit maintenant, là on avait trouvé une fonction f qui marchait bien, mais maintenant, quelle que soit une fonction h qui a ses zéros avec les multiplicités là ici, elle s'écrit sous la forme exponentielle de g fois f, pour g, une fonction holomorphe. Voilà, donc on a le théorème de factorisation de Weierstrass, et on a envie d'en faire un théorème d'interpolation. Mais là, on voit venir les problèmes. Il va nous falloir un théorème plus profond parce qu'on n'a pas la notion de dimension finie et on n'a pas la notion, on n'a pas un morphisme, c'est assez compliqué. Et en fait, si on doit regarder ce dont on a besoin, eh bien c'est le théorème de Mittag-Leffler. On va le voir tout de suite. Alors, on va admettre le théorème de Mittag-Leffler. Désolé, sinon vous m'en voudriez, je pense, si je vais partir sur la preuve. C'est quand même un théorème assez profond, qui a une nature cohomologique bien ancrée, hein, liée à la cohomologie ici de C. Regardons donc ce théorème pour commencer. Le théorème de Mittag-Leffler dit que si A est une partie de C, sans point d'accumulation, et on se donne pour tout alpha de A un polynôme de degré m alpha, sans terme constant, d'accord, pour tout alpha, alors il va exister une fonction méromorphe telle que, quel que soit alpha dans A, f c'est p alpha de 1 sur z moins alpha, plus une fonction holomorphe. Ce qui veut dire en gros que ça, c'est ce qu'on appelle la partie principale de la fonction méromorphe. D'accord ? Fonction méromorphe, donc ça veut dire qu'il y a un pôle, hein, on s'autorise d'avoir des pôles d'ordre fini, hein, en quelque sorte. C'est pour ça que ça, c'est polynomial. D'accord ? Et bon, le théorème de Mittag-Leffler, c'est ce que je vous disais, c'est bon, si pour un seul alpha, bah c'est évident, on se donne f, mais si vous voulez pour un autre alpha et pour une infinité d'alpha, eh bien il va falloir recoller des fonctions. C'est donc des problèmes de recollement de fonctions définies sur des ouverts, et donc c'est de la cohomologie de Čech sur les faisceaux, c'est-à-dire, en tout cas, il y a une façon de le dire assez facilement, même si ça cache un peu des trucs sous le tapis, qu'une certaine cohomologie H1 de C, tout C, d'accord, sur, à valeur dans les fonctions holomorphes, la cohomologie s'annule. Voilà. Et c'est ça qui permet de dire, en gros, que les cosiques sont des cohomorphes, donc qu'on peut recoller un certain nombre de fonctions. Je ne veux pas rentrer dans les détails de ce théorème, mais il est intéressant de voir qu'il a un côté donc, théorique avec la cohomologie et pratique avec ce qu'on appelle le théorème de partition de l'unité. C'est-à-dire, ça revient aussi à prendre des ouverts et à partitionner la fonction 1 en fonction sur des ouverts. Ce qui ressemble beaucoup, finalement, au lemme chinois, parce que là, si vous vous rappelez du lemme chinois, donc au tout début, j'en ai parlé, quand on veut avoir le côté pratique du lemme chinois, c'est-à-dire calculer à partir d'une multi-évaluation un polynôme qui recouvre le tout, eh bien on a besoin d'un théorème de partition de l'unité. Vous l'avez compris, c'est l'identité de Bezout. Hein, voilà. Donc
fait de l'identité de Bezout. Et le côté pratique, si on veut vraiment calculer pratiquement la fonction méromorphe f, ça passe par un théorème de partition de l'unité. Bien. Voilà, j'en dirai pas plus, parce que ça me dépasse. Et je vais parler du théorème d'interpolation de Weierstrass, c'est-à-dire que justement cette espèce de pseudo-Bezout qui se dit de façon cohomologique, eh bien c'est lui qui va nous permettre de passer, vous voyez, de la factorisation à l'interpolation, et c'est ça que je trouvais génial et que j'avais envie de partager avec vous. Voilà, donc le théorème d'interpolation de Weierstrass. Bon, il dit que je prends une partie A de C sans point d'accumulation, je me donne des W alpha K allant de 0 à M alpha. J'aurais dû peut-être prendre M alpha moins 1, ça aurait été plus élégant, mais bon. Alors, il existe un F holomorphe, pas méromorphe, carrément holomorphe, tel que toutes les dérivées sont données. Alors, ici, je multiplie par factoriel K les W alpha K. Voilà. Donc c'est vraiment le théorème d'interpolation tel qu'on en a parlé dans le deuil modèle des polynômes tout à l'heure. Ok. Donc preuve du théorème d'interpolation à l'aide du théorème de Mittag-Leffler. Ben, regardez, on va fixer le polynôme ici W alpha 0 plus W alpha 1 Z moins alpha plus etc. jusqu'à W alpha M alpha facteur de Z moins alpha puissance M alpha. Donc, lui, c'est un polynôme. Qu'est-ce qu'il vérifie? À lui tout seul, il vérifie juste pour un alpha donné, d'accord? Il n'y a pas de recollement. Pour un alpha donné, il va vérifier bien ce que l'on veut, puisque quand on va dériver K fois, on va faire arriver les factoriels K, et puis on va avoir les W alpha K, puis quand on va poser Z égale alpha, quand on va évaluer en alpha, on va isoler cette partie-là. Et donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut une fonction f qui soit égale à Q alpha de Z, mais là, cette fois-ci, pour tout alpha, Q alpha de Z modulo Z moins alpha puissance M alpha plus 1, c'est-à-dire modulo une fonction comme ceci, qui se factorise en Z moins alpha, puissance M alpha plus 1, modulo ici avec H alpha, évidemment, holomorphe. Voilà. Alors, comment on fait? Donc, je choisis une fonction holomorphe G qui est autorisée par le théorème de factorisation de Weierstrass, évidemment, et qui va avoir un 0 en alpha, cette fois-ci d'ordre M alpha plus 1, c'est-à-dire que les dérivés s'annulent jusqu'à M alpha plus 1. Je vous dis, j'aurais pu prendre M alpha moins 1, ça aurait peut-être été plus vite. Mais bon, ok. Et maintenant, avec cette fonction holomorphe assurée par le théorème de factorisation de Weierstrass, je vais construire maintenant des polynômes P alpha de degré M alpha plus 1, tels que G fois P alpha de 1 sur Z moins alpha est égal à Q alpha, pour ce polynôme-là, modulo, dans les fonctions holomorphes, modulo Z moins alpha puissance M alpha plus 1. Bon. Donc, je vais montrer que ce P alpha existe bien. Bon, alors, on va montrer l'existence de ce polynôme P alpha pour tout alpha. Il suffit de le faire pour alpha égale 0, et dans ce cas-là, j'appellerai M indice 0 juste M, d'accord? Et donc, alpha sera égal à 0, donc je peux toujours me ramener à alpha égale 0 par translation. Et donc, ce qu'on veut, c'est que G fois P de 1 sur Z est égal au polynôme Q modulo Z puissance M plus 1.
Bon. Donc ici, regardez, vous avez alpha égale 0. Donc vous savez que alpha, c'est-à-dire 0 ici, est un 0 d'ordre m plus 1 de g, par construction du théorème de factorisation de Weierstrass, ce qui veut dire en gros que B indice m plus 1, le premier terme, est non nul. D'accord ? Non seulement ça commence par Bm plus 1, mais vraiment Bm plus 1 est non nul. Donc vous avez ce Bm plus 1, puis après vous avez toute une suite, j'écris pas tout évidemment, et maintenant j'ai mon inconnu c'est P alpha, c'est-à-dire les coefficients, les CI. Alors je sais qu'il est de degré, je l'ai imposé de degré M alpha plus 1, donc ici M plus 1, et P alpha de 1 sur Z, donc du coup c'était égal à Cm plus 1 sur Z puissance M plus 1, et je vais comme ça, en décroissant dans les degrés des dénominateurs, jusqu'à C1 sur Z, parce que je vous rappelle que dans le théorème de Mittag-Leffler, le terme constant était nul. Donc, on n'a pas de C0. D'accord ? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On fait le produit G fois P alpha. Donc, on va avoir un terme constant, c'est Bm plus 1, Cm plus 1. Un terme de degré 1, c'est Bm plus 1, Cm plus Bm plus 2, Cm plus 1. Et donc le terme de degré 0, on veut qu'il soit égal à W0, donc le premier terme de Q. Et le terme constant de Q. Mais ça, c'est possible. On peut trouver Cm plus 1, puisque Bm plus 1 est différent de 0. Donc c'est vraiment facile. Une fois qu'on a Cm plus 1, on écrit l'autre équation. C'est Bm plus 1, Cm plus Bm plus 2, Cm plus 1. On a Cm plus 1, on a bien sûr Bm plus 2 et Bm plus 1, qui sont donnés par Weierstrass, et Bm plus 1 non nul, aussi par Weierstrass, donc on a Cm. Et donc vous avez compris qu'on peut avoir tous les coefficients du polynôme, quitte après à laisser les autres termes sur des fonctions holomorphes. Voilà, maintenant on va réattaquer la preuve. Donc maintenant que P alpha existe bien, eh bien P alpha, d'après le théorème de Mittag-Leffler, va me fournir une fonction phi qui est méromorphe, d'accord ? Elle est méromorphe, fournie par Mittag-Leffler, telle que phi a sa partie principale pour tout alpha noir, la partie principale de phi en alpha, c'est ce polynôme P alpha, mais appliqué en 1 sur Z moins alpha. Donc H alpha ici est une fonction holomorphe. Ça fait beaucoup de fonctions holomorphes que je les appelle toutes H alpha. Voilà. C'est juste de la notation abusive. Ok. Et maintenant, avec cette fonction phi, qui est elle méromorphe, j'affirme que G fois phi fait l'affaire. Effectivement, regardez, quand je vais faire G fois phi, ça va faire G fois P alpha de 1 sur Z moins alpha, plus G H alpha. Et en fait, cette fonction-là, ici, elle va me donner mon Q alpha, modulo Z moins alpha puissance M alpha plus 1, et le G H alpha, vu la nature de G, eh bien, c'est aussi quelque chose qui appartient à l'idéal engendré par Z moins alpha puissance M alpha plus 1. Donc bref, j'ai que F, c'est bien de la forme Q alpha, c'est ce que je voulais, modulo, ce que je voulais, c'est-à-dire ça. Et donc, on a démontré le théorème d'interpolation, que j'ai envie d'appeler d'interpolation de Weierstrass. J'ai regardé sur Internet, bon, personne ne l'appelle comme ça, mais je trouve que c'est naturel de l'appeler comme ça. Maintenant, oui, regardez, ces théorèmes nous permettent de faire quoi ? Permettent de faire de l'arithmétique. Comme on faisait de l'arithmétique des polynômes, ça va nous permettre de faire de l'arithmétique dans les fonctions holomorphes. D'accord ? J'aurais pu aussi écrire ces résultats en remplaçant holomorphe sur C par holomorphe sur certains ouverts. Bon, j'ai pas donné. Mais en tout cas,
ce sont finalement des théorèmes d'arithmétique, hein, et ce théorème de factorisation de Weierstrass, il va pouvoir maintenant nous apporter beaucoup de choses dans l'étude des fonctions de zeta, fonctions de gamma. Vous allez le retrouver un petit peu partout dans toutes les fonctions qui ont permis de développer l'arithmétique au 19e et au 20e siècle. Voilà, on va s'arrêter là.